Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Elections Cameroun, quand des milliers de cartes d'électeurs attendent toujours leurs propriétaires dans les antennes communales de Douala. Les électeurs ne se pressent pas beaucoup pour retirer ce document qui leur permettra, le moment venu, d'accomplir leur devoir citoyen. Ambiance au sein des représentations d'Elections Cameroun de Douala à suivre dans ce 19h50. Dans l'actualité également ce soir, environ 15 000 nouveaux-nés infectés d'hépatite B chaque année au Cameroun. Cette affection continue de faire de nombreuses victimes dans notre pays. Des spécialistes de la santé plaident pour la décentralisation du traitement de cette maladie et surtout de l'augmentation du nombre de gastro-entérologues à travers le pays et surtout les zones reculées, les zones plus infectées à travers la nation. Et puis, nouveau drame dans la région du centre après Yaoundé, un autre jeune homme arraché à la vie par un coup de poignard de son ami. Le meurtrier reprochait à la victime d'avoir mal parlé de son père. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 19h50 et débutons par cette grève des enseignants du supérieur qui paralyse en partie les activités à l'université de Ngaoundéré ce mardi. Le syndicat national des enseignants du supérieur a en effet lancé un mot d'ordre de grève allant de ce mardi jusqu'au 28 juillet prochain. Les actions qui visent à revendiquer le paiement de la prime de recherche, entre autres, de nombreuses autres revendications sont portées par les enseignants du supérieur qui entendent rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur pour discuter de ces différentes questions. Même si des soutenances ont eu lieu ce jour sur le campus de Ndang, le mot d'ordre a été largement suivi. Le point avec Eric Nguélé depuis Ngaoundéré. Amphi 150 vides à l'ENSAI. Tout à côté, un jury de soutenance à pied d'œuvre en faculté de sciences. Deux clichés de ce début de grève des enseignants du supérieur à l'université de Ngaoundéré. Si le syndicat national des enseignants du supérieur dit avoir fait 100% en falche, en faculté des sciences économiques par contre, seuls 5 enseignants sur 18 ont suivi le mot d'ordre. Ici à l'université de Ngaoundéré, le mot d'ordre a été globalement suivi. Nous ne pouvons pas dire à 100%, mais on peut estimer le suivi du mot d'ordre à environ 90% des enseignants. Et nous allons continuer tant que notre hiérarchie ne prête pas une attention assez positive aux revendications qui sont contenues dans le communiqué. Appelés à toute cessation d'activité depuis ce mardi, certains enseignants tardent toutefois à débrayer et disent sous cap ne pas vouloir sacrifier l'avenir de leurs étudiants, même si les revendications sont légitimes et avérées. On nous a amené peut-être à continuer à pleurnicher, ça veut dire à commander une prime qui est de droit. Comment passer par des communiqués pour obtenir ce qui vous revient de nous? C'est également prévu dans le corps de l'enseignement supérieur qui est 2 sections de passage de grade. Mais depuis un certain temps, nous sommes confrontés à une sécession, ce qui n'est pas normal. Nous demandons un CCP. Quand pendant les CCP, on distrait les enseignants à travers des séminaires, sans se pencher sur les points. C'est tout à fait normal qu'au retour dans les universités, que les mêmes problèmes reviennent. D'autres renchérissent en arguant que le syndicat a fait dans la rétention d'informations et refusé de diffuser l'information selon laquelle la prime de modernisation de la recherche devrait être payée à la fin des opérations de paiement des salaires de juillet. Même cette information, si elle avait été vérifiée, ne changerait rien au mode de grève parce qu'il ne s'agit pas de savoir est-ce que les enseignants seront payés à tel moment, mais il s'agit de savoir est-ce que le trimestre est écoulé, est-ce que les 15 jours tacites sont écoulés. La réponse est oui. La grève ira jusqu'au 28 juillet selon le CINES. En attendant le retour à la normale, les étudiants, eux, font la queue pour recevoir les ordinateurs PBHEV en distribution. Nous vous le disions en titre, hépatite virale B, environ 8% d'enfants infectés chaque année au Cameroun. Il s'ensuit des cirrhoses de foie qui découlent sur des pertes en vie humaine dès l'âge de 20 ans. Des spécialistes préconisent comme solution la vaccination de nouveau-nés au plus tard 12 heures après la naissance, d'où l'importance de la formation des sages-femmes également dans ce domaine. Monique Naosi Fosso et Martin Lutenjemo pour les détails.
Chaque année, environ 15 000 nouveau-nés sont infectés par le virus de l'hépatite B au Cameroun, selon la Société camerounaise de gastro-entérologie. Contamination de la mère à l'enfant. Pour la stopper, les spécialistes présents à ce symposium préconisent la formation des sages-femmes pour lutter contre la transmission verticale en salle d'accouchement. C'est un frein, puisque à l'âge de 20 ans, 40 ans, ils pourront décéder, donc ça touchera les tranches d'âge les plus actives, donc frein à l'économie. Ce sont ces sages-femmes qui sont au contact des femmes dans les consultations prénatales qui accouchent ces enfants qu'il faut vacciner avant la 24e première heure. Que la vaccination que nous on a introduite au niveau du programme élargi de vaccination, c'est à partir de la 6e semaine. Et les études montrent que si on le fait plus tôt, au moment de la naissance, on aura de meilleurs résultats qu'introduit à la 6e semaine. Parce qu'il y a de fortes chances qu'à la 6e semaine, quand on introduit, que la mère ait déjà transmis à l'enfant et que l'enfant soit déjà en train de développer son hépatite chronique. Donc c'est une proposition que je vais faire au délégué tout de suite dès que j'arrive pour qu'il transmette au ministre et très probablement qu'on peut changer le calendrier vaccinal. Et la transmission horizontale inclut la contamination par voie sexuelle, la manipulation des objets souillés. Avec environ 45 gastro-entérologues pour plus de 20 millions de Camerounais, la prise en charge des malades est limitée essentiellement à Douala et à Yaoundé. Il existe 5 régions orphelines au Cameroun. L'extrême nord, le nord, la Damawa, le sud-ouest et le nord-est. Donc pas de gastro-entérologues dans ces régions. C'est pourquoi cette année, le ministère va se déployer dans cette région en termes de sensibilisation, de dépistage et de former dans les hôpitaux régionaux et implanter des centres de prise en charge des hépatites. Le Cameroun totalise 11,9% de taux de prévalence d'hépatite B et figure parmi les 100 pays les plus touchés en Afrique. Bien qu'elle infecte 100 fois plus que le sida, l'hépatite B dispose d'un vaccin. Un prélude justement à la journée de lutte contre les hépatites virales le 28 juillet prochain. Le combat des gastro-entérologues et des spécialistes de la santé justement d'équiper de nombreux hôpitaux en matière de lutte contre cette maladie qui continue de faire de nombreuses victimes toutes les années. Toujours en santé, prise en charge des enfants de 0 à 18 mois nés de mères séropositives. Déjà 1714 nourrissons diagnostiqués et en cours de traitement dans la région du littoral. Ceci grâce à un projet mis en place par le gouvernement qui vise à améliorer la prise en charge de ces nourrissons. Tous les acteurs de la chaîne impliqués dans la lutte se sont réunis ce jour à Douala pour évaluer le chemin parcouru à mi-parcours. Y étaient présents Mireille Flore Ndefofotso et Stéphane Binac. Des nourrissons séropositifs pris en charge dès leur naissance gratuitement, ceci grâce à un projet implémenté au Cameroun avec l'appui des PAF. À ce jour, le projet a facilité le diagnostic de 1714 nourrissons et révolutionné la prise en charge de ces derniers. C'est un projet qui rend les mamans très heureuses. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'un enfant est diagnostiqué, s'il est positif, immédiatement on le met sous traitement. Je voudrais rappeler que bien avant, les patients étaient obligés d'attendre pratiquement 2 à 3 mois pour avoir les résultats de ces examens-là. Aujourd'hui, avec l'arrivée du point of care, en 2 jours, vous avez votre résultat. Et lorsqu'il est positif, immédiatement on le met sous traitement et puis la maman est très heureuse en ce moment-là. La mère est connue et qu'elle met au monde un enfant, l'enfant peut bénéficier du test à partir de 6 semaines. Positif, on le met immédiatement sous traitement ARV. Évidemment, l'examen est gratuit, le traitement aussi est gratuit. Fortement interpellé le ministère de la Santé, la délégation régionale du littoral, quant à ce qui sera fait pour la pérennisation de cette pratique. Elle est supportée maintenant par les partenaires ECPAF à l'occasion, mais maintenant quand ECPAF partira, comment est-ce que nous, personnels, acteurs, pourrons pérenniser cette stratégie de dépistage précoce des enfants? Ce 24 juillet, les acteurs impliqués dans la prise en charge du VIH chez les nourrissons dans le littoral se sont retrouvés dans le cadre de la revue trimestrielle du projet Point of Care pour le diagnostic précoce du nourrisson. Pour aujourd'hui, vous avez vu, on fait ça tous les trimestres. C'est une revue trimestrielle des données des activités que nous avons menées. Donc ça veut dire on a dépisté combien d'enfants, combien ont été mis sous traitement, est-ce que ces enfants ont été bien suivis. C'est ce que nous faisons tous les trimestres. Mais ça a un caractère particulier parce que
On veut préparer la transition. Vous savez qu'un projet, c'est un projet, il a une durée. Et quand sa durée est terminée, le projet s'arrête. On n'aimerait donc pas que les résultats que nous avons aujourd'hui puissent chuter à cause du fait que les partenaires qui étaient là sont partis et on n'a pas pu continuer. Tous les médecins sont unanimes sur le fait que cette méthode de fonctionnement est efficace et souhaitent que le gouvernement puisse le pérenniser une fois que le bailleur des fonds va se retirer. Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux depuis quelques jours un message invitant à prendre certains médicaments pour prévenir le choléra depuis l'apparition de cette maladie dans certaines zones du pays. Après investigation auprès des médecins, ils sont formels sur la question. Le seul moyen de prévenir cette maladie est le respect des règles d'hygiène élémentaires. Mireille Flon des Fofotso une fois de plus et Stéphane Binac. Ce message dans ce téléphone, plusieurs d'entre nous l'avons certainement reçu. Il est partagé sur les réseaux sociaux et groupes WhatsApp, faisant état de ce que le médicament Doxy en comprimé aide à prévenir le choléra. Le docteur Ekoum, chef de la brigade de contrôle des activités des soins de santé à la délégation régionale du littoral, réagit. Il est vrai aussi que nous assistons à un certain nombre d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux et notamment la prise en charge d'une molécule particulière, peut-être que je ne citerai pas ici. Mais il faut dire que les mesures prises aujourd'hui pour le choléra sont des mesures hygiéno-diététiques d'abord. Et je pense que c'est ça le sens du message du gouverneur. C'est-à-dire que l'hygiène, c'est la première chose dont il faudra tenir en compte. D'après lui, la population ne devrait pas prendre les recommandations faites dans ce message en compte. Car le seul moyen de prévenir le choléra reste le respect des règles d'hygiène élémentaires. Ce qui est important aujourd'hui pour la prévention de choléra, ce sont ces mesures d'hygiène qui sont extrêmement importantes. Faire bouillir de l'eau, javeliser de l'eau, se laver les mains quand on sort des toilettes. Avoir vraiment ces mesures d'hygiène qui sont extrêmement importantes. Déclarer tous les cas que nous pouvons voir en communauté, tout cas de diarrhée, tout de suite aller dans les centres de santé. Donc ne regardons pas beaucoup ces messages sur les réseaux sociaux qui peut-être font l'affaire pour quelques vendeurs de comprimés, mais au-delà, c'est vraiment pas important. Pour l'heure, la vigilance est préconisée. Si dans votre entourage, vous avez des personnes qui font des diarrhées, accompagnées ou non de vomissements, il faut les conduire urgemment dans des centres de santé tout en les réhydratant avec des solutions salées ou sucrées. Actualité politique liée à la présidentielle ce soir, ce sont des milliers de cartes d'électeurs en souffrance dans les antennes communales d'Elections Cameroun de la ville de Douala. Leurs détenteurs ne se bousculent pas beaucoup jusqu'ici pour leur retrait. Cependant, l'instance en charge de l'organisation des élections et des consultations référendaires au Cameroun se prépare pour le scrutin du 7 octobre prochain. L'heure est à la formation des équipes et le contrôle des kits électoraux, entre autres. Vanessa Kamdeme et Guy Fotso étaient dans quelques antennes communales de la ville de Douala. Suivons ce reportage. Les retraits des cartes d'électeurs se font à compte-gouttes à l'antenne et les cams de Douala 1er. Pourtant, un grand nombre de cartes datant de 2017 et de 2016 attendent encore ici leurs propriétaires. Pour pallier ce problème, des mesures ont tout de même été prises. Il en reste encore bon et nous nous attelons à ce que ce que nous avons déjà en notre possession soit distribué au maximum. C'est pour ça que nous nous rapprochons déjà de ces populations-là. Pour ceux qui ne peuvent pas arriver jusqu'à l'antenne communale, nous avons projeté les descentes dans des quartiers, c'est-à-dire on fait le porte-à-porte. Déjà même pour cette distribution-là, pour informer les populations environnantes que nous sommes installés, surtout au point central, à l'école publique de Deido. À Douala 2e, on est plutôt enthousiaste. Avec 20 retraits de cartes en moyenne par jour et le stock de cartes de 2016 entièrement distribué. Douala 2e a 33 quartiers et dans 33 quartiers, nous sommes dans au moins 5 points par quartier. Souvent pour inscrire, vous savez, on a balayé les quartiers de Douala 2e pour inscrire. C'est également le même procédé qu'on devrait faire pour, n'est-ce pas, distribuer les cartes d'électeurs. La distribution des cartes d'électeurs fait partie de la dizaine d'activités que mène actuellement Elections Cameroun dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle à venir. Nous vérifions le matériel électoral
qui est le matériel à longue durée qui peut encore être là, qui doit devoir servir. Et s'il y a à compléter, nous en informons notre hiérarchie sur le complément qui est fait. C'est par exemple les urnes, les isoloirs et certains autres matériels qu'on peut utiliser encore à longue portée. L'autre chose, c'est que nous sommes en attente des listes électorales qui doivent aussi, n'est-ce pas, nous donner matière à être affichés. Nous aménageons déjà l'espace pour ces affichages-là. Nous sommes encore en train de travailler sur même le renforcement de la capacité de nos collaborateurs qui, à leur tour, vont participer avec nous-mêmes à la formation des présidents des commissions locales de vote. Pour l'heure, le matériel électoral de Douala 2e est pratiquement au complet, malgré quelques soucis de salubrité observés dans l'enceinte et aux alentours de l'antenne communale Elecam Douala 2. Et en attendant donc l'ouverture de la campagne électorale pour ce scrutin du 7 octobre prochain, des joutes se font voir et se font entendre, même sur des réseaux sociaux depuis quelques temps. Et c'est un clash observé depuis quelques jours entre deux candidats à cette élection présidentielle, Cabral Libi et Maurice Kamto. On en parle avec vous à Yaoundé, Alain Gislain Kanga. Bonsoir. Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Effectivement, dans ce cahier de la présidentielle, parole de partisans. C'est le reportage ce soir sur le coup de gueule et croc en jambe que se font les partisans majeurs annoncés pour le scrutin du 11 octobre prochain. Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun et Cabral Libi de l'Univers. Quel regard les cadres de ces partis et analystes posent-ils sur cette querelle de partisans? Réponse avec Rodrigue Tanguay et Samuel Bonis. Sur la toile, partisans de Maurice Kamto et ceux de Cabral Libi ne ménagent aucune invective pour se faire des tacles, même des plus irréguliers. Le terrain fertile, c'est Facebook. Secte bahamique ou gourou de la tontine du village assène certains partisans de Cabral au pro-Kamto, qui ne se laissent pas faire. Ils qualifient parfois ceux qui ont déclaré leur flamme au leader du mouvement 11 millions de cabris qui suivent tête baissée un pion du pouvoir, au grand étonnement des politistes. C'est tiré dessus pour attirer des militants ou des adhérents ou des partisans ou des sympathisants. Je ne pense pas que ce soit la meilleure option. Le politologue n'est pas loin de soupçonner le laisser-aller des leaders concernés, ce qui n'est pas de l'avis de certains dirigeants de la campagne des deux prétendants à la magistrature suprême. Nous avons sensibilisé les militants, les sympathisants, aux règles de net étiquette, c'est-à-dire l'étiquette qui doit avoir cours sur les réseaux sociaux afin que ces dérives ne s'observent pas. Nous n'avons pas vocation à censurer quelque candidat que ce soit, nous ne choisissons pas nos concurrents. Nous n'avons donc aucune raison en tant qu'organisation de nous mobiliser contre tel ou tel candidat. N'empêche, le ton est dur sur les réseaux sociaux et dans le camp Cabral, on accuse même. Les militants et les sympathisants sont davantage dans une position défensive qu'offensive. En face justement, on ne reconnaît d'adversaire que le système BIA, le seul point commun visiblement dans les deux camps. Nous l'avons dit et nous le redisons, le MRC a un adversaire qui est M. Paul Biya. L'adversaire est connu, c'est le système. Parce que M. Biya n'est que le maillon d'un système. Mais la réalité est là. Les invectives sont récurrentes et leurs origines se trouveraient très loin. Il y a des éléments explicatifs à cela. Autour de Cabral Libi, on peut retrouver un certain nombre d'anciens membres du MRC. Il y a ces rendez-vous manqués entre Cabral Libi et le professeur Maurice Kamto et les sorties médiatiques qui ont suivi. Les deux semblent viser un électorat particulier, l'électorat jeune, mais aussi estudiantin. Puis ce dernier argument est refuté du reste par le camp Kamto qui revendique des scores électoraux honorables en région où on ne retrouve pas des étudiants. Mais pendant que se noue cette guéguerre sur la toile, c'est le pouvoir qui se frotte les mains. Certainement en raison de cet émiettement des voix de l'opposition.
Parlons à présent du Conseil économique et social qui a un nouveau secrétaire général. Zakari Ngumbe a pris fonction ce jour à Yaoundé. Sa principale mission, achever la construction du nouvel immeuble siège du Conseil. Brand Kamga, Hubert Noutier. C'est lui le nouveau secrétaire général du Conseil économique et social du Cameroun, Zakari Ngumbe. Après sa nomination par décret présidentiel le 20 juillet dernier, il est installé dans ses nouvelles fonctions ce mardi à Yaoundé. Le premier vice-président du Conseil économique et social, Emmanuel Nzete, préside la cérémonie de circonstance. Son discours d'installation porte sur la mission du nouveau secrétaire général, axé sur deux objectifs principaux bien assimilés. Le premier étant l'achèvement de l'immeuble siège, où plusieurs autres institutions de souveraineté vont prendre leur quartier aux côtés du Conseil économique et social. Le deuxième grand défi est celui de la redynamisation du Conseil économique et social en relation, en rapport avec les nouveaux textes qui ont été votés par le Parlement et qui ont été promulgués par le chef de l'État l'année dernière. Autre recommandation du vice-président du CES, Emmanuel Nzete, rendre plus visible et plus dynamique cette assemblée consultative chargée d'élaborer la politique économique et sociale du gouvernement. Zakari Ngumbe, qui remplace Essome Bikou à le profil de l'emploi, jusqu'à sa nomination inspecteur général au ministère des Transports, où il a auparavant dirigé les transports routiers, ingénieur statisticien de formation. Le temps de quelques pas de danse. Le nouveau secrétaire général est attendu sur le terrain pour donner plus de vie au Conseil économique et social du Cameroun, créé en 1972. Ajoutons que le chef de l'État a signé ce mardi 4 décrets portant nomination de nouveaux dirigeants à la SODECAO et à l'IRAD. Nga Nanga est le nouveau président du conseil d'administration de l'Institut de recherche agricole pour le développement en remplacement du sénateur René Zengele, et Emmanuel Ngomé Adjebesone est le nouveau directeur général et à la SODECAO. Jean-Claude Eko Akwafane est le nouveau nommé au poste de directeur général en remplacement de Jérôme Vandoy comme directeur général adjoint Enang James, avec pour président du conseil d'administration Zakari Mba. On vous l'annonçait en titre, encore un mort enregistré par un coup de poignard. Après Yaoundé, c'est la ville de Bafia, dans le département du Mba-Meinoubou, qui est concerné. Un jeune homme, après un échange houleux avec son père, n'a pas apprécié que son ami présent lors d'une discussion lui fasse le reproche d'avoir mal parlé à son géniteur. Le bourreau prendra cela comme un manque de respect et décide de lui ôter la vie. Nous proposerons ce reportage dans nos prochaines éditions. Rendons-nous à présent à Makak, dans le département du Nion-Ekele, où les populations sont privées d'électricité depuis plus de 3 semaines déjà. Une situation qui impacte sur l'économie de cette localité, qui plus est, souffre d'une pénurie de pétrole. Les populations crient au désespoir. Reportage. Les dernières secondes d'une flamme qui a illuminé cet espace le temps d'une journée. Nous sommes à Makak, dans le département du Nion-Ekele, région du centre. Les populations de cette localité boivent du noir depuis près d'un mois. Depuis lors, on a recours aux méthodes anciennes. Nous utilisons le bois de conserve, soit le bois de sardines, soit le bois de tomates. Que nous mettons l'huile de palme et avec l'huile, nous mettons une mèche. Nous allumons la mèche, ça nous sert, ça ne peut pas éclairer toute la nuit. Tout comme la position actuelle de ces poteaux électriques, les activités commerciales sont au poids mort. Catherine, propriétaire d'une boutique, en est une victime. L'affaire de courant là, je ne peux même pas vous dire. Comme je vends le poisson, tout pourri, je vous dis. Nous souffrons trop ici. En plus de l'absence d'électricité, un autre problème s'impose dans cet arrondissement, la pénurie du pétrole. Cyril, qui a parcouru près de 5 km à pied, ressort de cette boutique une fois encore déçu. Mais moi, je ne trouve pas le pétrole. Alors, ça me dérange.
sais combien de fois j'irai de temps en temps à marcher à pied. Donc je rentre en Congo, je suis dans une distance très lointaine. Ça fait plusieurs jours que j'envoie mes bidons vides à Yaoundé. Même le fût, on me ramène même l'argent. Donc il n'y a rien même à Yaoundé. Le cri de désespoir est lancé à l'endroit des autorités compétentes. En attendant, les populations de Makak poursuivent leur traversée nocturne en espérant voir très bientôt le bout du tunnel. En santé, le gouvernement camerounais met les bouchées doubles pour lutter contre les maladies tropicales négligées. Un plaidoyer adressé aux autorités administratives, municipales et leaders d'opinion, entre autres, a été présenté ce jour à Yaoundé. Objectif, éradiquer ces maladies à l'horizon 2025. Les détails avec Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zébou. L'onchocercose demeure une maladie préoccupante dans la région du centre Cameroun. Après 11 années consécutives de traitement, l'évolution n'est pas favorable. C'est également le cas de plusieurs autres maladies tropicales négligées. Si on peut considérer que pour la filariose, il y a déjà une porte de sortie. Pour certaines maladies, il y a une recrudescence comme la lèpre ou l'ulcère de Buruli, où nous avons noté pour 2017 seulement 71 cas pour notre région. Donc il y a encore fort à faire. L'agenda de la réunion de plaidoyer en faveur de la lutte contre les maladies tropicales négligées de ce 24 juillet, présidé par le représentant du gouverneur de la région du centre, présente également les difficultés qui ont émaillé le processus de traitement de ces maladies en 2017. Des difficultés socio-anthropologiques comme la consommation de l'alcool après avoir ingéré les médicaments. Nous avons des mauvaises croyances. Et nous avons également au niveau environnemental des foyers endémiques où ces maladies persistent. Mais nous avons également noté une démobilisation des distributeurs communautaires, mais aussi un recul de nos partenaires. Le gouvernement camerounais mise sur 2 stratégies principales pour éradiquer les MTN. La distribution par les distributeurs communautaires et puis les traitements au niveau des unités sanitaires. C'est pour ça que nous invitons donc les préfets au niveau des départements à mettre sur pied des comités de lutte contre ces maladies-là et en y impliquant les mairies, les communautés, toutes les bonnes âmes, les opérateurs économiques afin qu'ensemble et en synergie qu'on puisse arriver à éradiquer ces maladies. L'objectif étant d'éliminer les maladies tropicales négligées au Cameroun à l'horizon 2025. C'est parti pour la 7e édition du Salon de l'action gouvernementale. Le lancement a eu lieu ce 24 juillet à l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé. Le Cameroun sur le chemin de l'émergence politique publique et implication des citoyens est le thème choisi pour cette édition. Laetitia Debilang, Michel Foucault. Des chapiteaux à perte de vue, dressés ici à l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé, illustrent à suffisance le démarrage effectif de la 7e édition du Salon de l'action gouvernementale TAGO. Une plateforme qui s'inscrit dans une dynamique citoyenne de construction d'un idéal d'unité et de solidarité prôné par l'État camerounais. Le but est simple, c'est de faire en sorte que l'on se rende compte que l'État ne reste pas seulement dans les bureaux, mais qu'il est en activité. Il est en activité au service des populations et le service des populations se manifeste par des choses concrètes. Aider des jeunes gens à trouver du travail, montrer que l'on peut produire du cacao, du café et boire du chocolat et du café fabriqué au Cameroun, que l'on peut obtenir un financement pour construire une résidence lorsque l'on est jeune et j'en passe. C'est plus de 300 participants et environ 70 000 visiteurs qui sont attendus à cette édition 2018 du SAGO. Stan, étal, conférences, débats, produits multiformes constituent là le socle même de cet événement. Un privilège pour les populations de Yaoundé en général et celles de Yaoundé 2 en particulier. C'est une fierté pour mes populations de vivre ça en direct. Nous disons merci déjà à l'organisation qui voudrait promouvoir ici l'action du gouvernement à travers toutes les entités qui concourent à accompagner le chef de l'État à atteindre l'émergence en 2035. Le concept met en exergue les différents secteurs du développement local et la contribution de la population à la gestion des affaires publiques.
pour cette 7e édition, nous avons décidé de mettre le cap sur les politiques publiques nationales parce que le thème retenu est Cameroun sur l'émergence, politique publique et implication du citoyen. Nous souhaitons, à travers cette édition, attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'impliquer les populations dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques. Les actions humanitaires participent aussi de l'action gouvernementale. C'est la synergie gouvernementale qui fait en sorte que chacun à son niveau, nous pouvons mener une même lutte qui va apporter vers l'émergence 2035. Ça veut dire regrouper les donneurs pour que les formations sanitaires viennent collecter du sang et soulager les malades. À ça s'ajoute la formation et la vulgarisation des techniques de l'entrepreneuriat jeune. Le SAGO, qui s'est ouvert ce 24 juillet 2018, prendra fin le 29 juillet prochain. Exit par contre de l'édition 2018 du séminaire Gomala. Pendant 3 semaines, près de 500 jeunes de tous bords ont reçu la communauté Bandjoun de Yaoundé. Plusieurs enseignements en langue maternelle, un moment de transmission de l'héritage culturel qui s'est refermé dimanche dernier. Brand Kamga et Serge Alazebou. L'hymne national qui retentit en langue Gomala. Au temple de la culture Bandjoun de Yaoundé, l'occasion est solennelle. Après 3 semaines de formation en langue maternelle, le Gomala de Bandjoun dans le Kunki, près de 500 enfants de plusieurs régions du Cameroun achèvent avec joie ce cycle d'apprentissage. J'ai retenu beaucoup de choses importantes, comme par exemple la chemise c'est Kamboudj, c'est Soboudj, et la chemisette c'est Kamboudj. Le chef de la communauté Bandjoun de Yaoundé, Albert Kounche, préside avec satisfaction la cérémonie de clôture de ce séminaire le dimanche 22 juillet 2018. L'année dernière, nous étions environ 400. Cette année, il y a 100 apprenants qui sont ajoutés, ce qui fait un total de 500. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous les acteurs, tous ceux qui se sont investis dans la formation de nos enfants. Les encadreurs ont reçu une enveloppe globale d'1 million de francs CFA en guise de reconnaissance du chef de communauté. Les lauréats ne sont pas en reste, ils reçoivent plusieurs cadeaux d'encouragement. En retour, ils offrent via sketch, danse traditionnelle et poèmes, un package de l'héritage culturel reçu. Les enfants bandjounais d'ailleurs ont bénéficié de cette formation, la concrétisation du vivre ensemble culturel. Les gens sont très satisfaits. Nous avons aussi beaucoup eu de gens qui, vous avez vous-même constaté qu'il y a les Boulous, qu'il y a les Yambassa, donc il y a des gens qui se sont intéressés. Donc ce n'est pas une affaire d'un seul village. L'honorable Albert Kounche peut alors partager le Poum Sedjap, gâteau spécial traditionnel, pour immortaliser cette session qui a également permis d'apprendre la technique de dot, mariage coutumier aux héritiers de la tradition Todjom. Prochain grand rendez-vous de la communauté Bandjoun de Yaoundé en août avec le Megesam 2018 pour la célébration de l'excellence scolaire. Dans la suite de ce journal également, un commerçant du marché central de Douala qui s'est vu sceller sa boutique sans raison. Et on en parle avec vous, Michael. Bonsoir. Bonsoir Alain, effectivement ça se passe au marché central de Douala, un commerçant qui est dans la tourmente depuis quelques semaines maintenant, depuis plusieurs jours justement sa boutique scellée a été fermée, seule justement, qui est sa seule source de revenus a donc été scellée sans raison. Selon lui, une situation qui inquiète le nommé Armand BIB qui dit ne pas comprendre pourquoi le coordonnateur du marché a posé justement ses scellés sur son commerce. Le coordonnateur du marché, quant à lui, brandit un document pour justifier son acte. Luc Biga et Marius Kossou pour les détails.
Depuis quelques jours, Aman Beibé, plus connu sous le pseudonyme d'Aboubacar Shopping du marché central de Douala, a perdu le sommeil parce que la boutique numéro 239 qu'il occupe est scellée pour des raisons assez ambiguës. Il raconte son histoire. Je paie mes droits normalement, les preuves en œuvre, voilà. J'ai mon attestation qui a été donnée par la CEDA depuis 15 juin 2015 et j'ai mes quittances que j'ai payées normalement sans tout va sauter. Le 2, j'étais en train d'aménager ma boutique. Monsieur Yankan Bena, le coordinateur de ce marché, est venu, il est entré et avec ses bourreaux, il a demandé à ses bourreaux d'arracher mes portes et il les a emportées. Dès lors, jusqu'à 18h, j'ai attendu que mes portes reviennent en vain. Avant cela, il y a celui qui était à côté de lui qui a dit non, moi je ne suis pas là, prends les portes de ce monsieur, il ferme ça, il a ses clés, il ferme ce truc, il s'en va. Et après, il s'est détaché, il est revenu, il a appelé, soulève, prends les portes là, tu viens avec. Il est allé effectivement chercher les portes. Là, ils sont venus, j'ai fermé ma boutique. Dans la précipitation du fait de la peur, ce dernier a oublié ses dossiers personnels dans la dite boutique. Sans un sou actuellement, ce père de famille ne demande que justice soit faite. Je veux qu'on me remette dans mes droits. On est dans un état de droit. Quelqu'un ne peut pas quitter un matin, vient arracher les portes de quelqu'un, il s'en va avec. Je ne sais pas où on va. Ça, c'est un état de droit. Abordé sur la question, le coordonnateur Benayankam du dit marché brandit un document de mise en demeure et de scellé de la communauté urbaine de Douala dans cette boutique numéro 239, datant du 8 août 2017. En toile de fond, tout serait parti d'une sous-location entre la famille Miandi, premier propriétaire, et le sieur Aman. Acte pourtant prohibé par la loi. Selon les informations parvenues à notre rédaction, l'affaire serait pendante afin de permettre aux délégués du gouvernement d'y voir plus clair. En éducation, les résultats du General Certificate of Education sont publiés depuis lundi dernier. L'Advance Level General Office, affiche un pourcentage plutôt de 67,5% cette année par rapport à l'année dernière où le pourcentage était de 35,3%. Dans les lycées bilingues et collèges de la ville de Douala, c'est l'effervescence totale au lycée de Bobongo Petit Paris par exemple. Les élèves ont travaillé bien dans l'ensemble avec plus de 64,78% au Ordinary Level et 82,6% au Advanced Level. Junior Ossan et Martin Djemon. Dans la cour du lycée bilingue de Bobongo, Petit Paris à Douala, c'est la joie. Ce jour date de publication au Barbillard des résultats du DCE, Advanced Level et Ordinary Level. Les élèves de la section anglophone de ce lycée ayant réussi leur examen expriment leur joie. I don't know how I can really tell what I'm feeling because it's a great thing for me. I'm really very excited, and I also have to thank all my teachers who were there for me. I'm schooling here because I know Bobongo is a school of success. That's why I decided to continue my school here. I'm very happy. I'm even lacking words. I'm lacking words to express what I'm feeling now. Because there is a lot of emotions inside me. You cannot understand. Just that I'm very happy. En résumé, ces élèves disent manquer de mots pour exprimer leur joie et disent être très heureux de fréquenter un lycée qui est une niche du succès. Un succès dont la discipline est le fondement. Moi-même j'enseigne. Je voudrais dire que dans chaque lycée, si chaque proviseur allait dans les salles de classe, prendre la craie et montrer l'exemple aux autres professeurs, ça fait qu'il y a une cohésion, c'est-à-dire qu'il y a une cohésion permanente de telle manière qu'on n'a pas besoin de faire appel à un professeur, le ramener à la raison. Quand il arrive, il trouve que le professeur lui-même est en train d'enseigner. Ça mène les professeurs à être très consciencieux. Ici au lycée de Bobongo, Petit Paris, au quartier village, 329 élèves se sont enregistrés pour l'Ordinary Level. Seulement 318 ont composé et 206 ont réussi, pour un pourcentage de 64,78%. 168 élèves se sont inscrits à l'examen de l'Advanced Level. 167 ont préparé à l'écrit et 138 ont réussi, pour un pourcentage de 82,63%.
et les publications des résultats du baccalauréat d'enseignement secondaire général en cours depuis quelques minutes déjà. Des affichages dans quelques lycées et collèges à travers le pays. Le baccalauréat d'enseignement général dont les résultats sont connus depuis bientôt 2 heures maintenant. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Je vous dis merci d'avoir suivi en vous souhaitant de passer une belle soirée sur Canal D International. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.